Bien, bonsoir. Nous allons vous proposer un spectacle de lanternes magiques et des débuts du cinéma. Je pense que c'était quelque chose de tout à fait approprié par rapport au thème de cette nuit de l'ENS. Au milieu du XVIIe siècle, c'est le jésuite allemand Athanase Kircher, qui, en unissant deux techniques de projection, la camera obscura et les miroirs, met au point des spectacles d'images lumineuses. Le grand art de la lumière et de l'ombre, selon son plus célèbre traité. Bientôt, on nomme ce procédé lanterne, puis lanterne magique, puis un autre pionnier, citoyen de La Haye, dans les Pays-Bas, Constantin Huygens, s'impose comme le premier savant qui étudie, perfectionne, fabrique, vend et répand la lanterne magique dans l'Europe entière. 2 siècles plus tard, la lanterne magique continue à fasciner les foules. Jamais elle n'a été aussi demandée, aussi vendue, aussi à la mode que dans la seconde moitié du XIXe siècle. L'arrivée du cinématographe s'inscrit quasi naturellement, du moins techniquement, visuellement, spectaculairement, dans ce contexte de la fièvre lanterniste. La course à l'invention de l'image animée s'achève avec les premières projections du cinéma. Et le lien profond qui unit la lanterne et la caméra, qui est aussi un projecteur chez les frères Lumière, ce sont ces motifs qui circulent d'un écran à l'autre. C'est ce public, vous, si friand, avide de ce spectacle des images animées et projetées. Et ce sont ces motifs, le voyage vers la Lune, par exemple, et l'astronomie, et ce spectacle public, ce que l'on peut nommer l'attraction. Mais l'attraction comme phénomène physique, c'est moins l'attraction comme phénomène physique que l'attraction comme fascination des foules, heureuses de s'amuser, pleines de curiosité, heureuses d'avoir peur face au voyage, à l'exploration de l'univers, à la science, aux monstres, à la mort et aux prouesses merveilleuses des trucs, des trucages et de la coloration des images. Voici donc, ce soir, l'attraction numéro 1. Nous sommes à la foire, à la fête foraine, dans une petite salle des grands boulevards. Là, les images de la lanterne et du cinéma se mêlent entre elles, et avec les mots du récit du présentateur bonimenteur et les notes du pianiste. Tout se mêle pour vous proposer le grand spectacle de la lumière, de la couleur, du mouvement et de la musique, et vous conduire sur la Lune. Ce spectacle dure 45 minutes, et il sera suivi donc de questions, si vous en avez. Au générique, Anne Gourdet-Marès, qui sera notre lanterniste, responsable des appareils à la Fondation Pathé Jérôme Sédou. Stéphanie Salmon, à mes côtés, directrice des collections de la Fondation Pathé Jérôme Sédou, que nous remercions vraiment très chaleureusement, et l'équipe du DHTA, que je ne présente plus, Carole Beffa au piano, Françoise Zamour à la porte, et moi-même, Françoise et moi, en entrepreneur de ce spectacle. Voilà. Je passe tout d'abord la parole à Stéphanie, qui nous entraîne sur la Lune. Alors pourquoi sur la Lune ? Sur la Lune et un peu à travers les astres. Un peu vaste, et on s'est demandé comment on pouvait le resserrer. On s'est surtout demandé pourquoi il y avait autant de films qui mettaient en scène l'univers. Et souvent, en fait, c'est un genre qui tient de la fantasmagorie dans les débuts du cinéma. Donc vous connaissez tous Le Voyage sur la Lune, mais il y en a eu d'autres qu'Anne vous montrera. Alors, est-ce que c'était dû à des modes ou une culture populaire ? Moi, je voulais revenir un peu sur quelques images en fait qui montrent
que assez tôt, les astres génèrent toute une culture qui tient de la fantasmagorie. C'est un support pour la fabulation, c'est aussi un prédit de l'avenir. Et par exemple, dans des toiles d'Antoine Caron, qui est quand même le peintre de Catherine de Médicis, il y a un mélange qui vient à la fois de la Bible, de l'Antiquité, et même dans des tableaux comme les astronomes étudiant une éclipse, qui a valeur qui serait une illustration d'un phénomène scientifique, on reconnaît une figure qui semble être celle de Nostradamus, donc qui était en fait un protégé de Catherine de Médicis. Et puis on voit, il n'y a pas de corrélation immédiate, mais les premiers cinématographistes de ces astres sont eux-mêmes des magiciens. C'est le cas de Méliès, c'est le cas de Gaston Velle, et voilà, c'était une sorte de choses comme ça qu'on retrouve dans le temps. Et puis des choses qu'on va retrouver aussi comme à travers ces croyances populaires, et si on s'intéresse à la Lune, tout ce qu'on peut lire sur l'influence de l'astre sur l'humeur, en particulier celle des femmes. La Lune est quand même un des symboles de l'inconstance, et c'est un thème auquel s'intéressera notamment Segundo de Chomón, donc vous verrez le film tout à l'heure, dans un film qui s'appelle, de manière assez bien nommée, Les Lunatiques. En fait, c'est le trucage en fait, qui va permettre de se rendre compte de cette inconstance. Voilà. Donc Antoine a parlé du XVIIe siècle, qui est quand même un siècle où l'astronomie va être aidée par des instruments comme le télescope qui vont lui permettre de faire de grands progrès. Donc préciser, étudier, etc., observer mieux. Et les astronomes deviennent en quelque sorte des voyageurs sans terre, puisqu'on observe, on peut pas encore y aller. Et c'est aussi une période où il y a des récits qui se développent, des récits imaginaires qui se développent autour donc c'est le cas de Cyrano de Bergerac, par exemple, qui imagine aller sur la Lune grâce à des oies, ou alors il observe l'astre à travers une sorte, vous voyez cette espèce de bulle qu'on voit, et une forme qui va être reprise bien plus tard par Velle lui-même, quand il fera aller ses astronomes sur la Lune. Et ces astres qu'on ne peut pas atteindre, c'est comme des objets de désir, et le cinéma répercutera tout ça aussi, vous verrez tout à l'heure. Alors d'une manière un peu plus scientifique, c'est Janssen c'est Janssen en fait qui, dans les années 1870, donc on est 20 ans avant le cinéma, va réunir deux mouvements qui mèneront, enfin j'appelle ça un mouvement, c'est pas le terme exact, mais qui mèneront à 20 ans plus tard l'invention du cinéma. D'une part en utilisant des lentilles qui permettent d'être de plus en plus précis et d'observer notamment, là en l'occurrence, le passage de Vénus devant le Soleil. On sait que le terme d'héliographie signifie lui-même écriture par le Soleil. Donc d'une part, précision des lentilles, qui permet une meilleure observation, mais aussi une succession de prises de vue, et pour Janssen, il s'agit de 48 images, qui, une fois qu'elles qu'elles se succèdent les unes à côté des autres, permettent en fait de comprendre le mouvement. Donc ici, le passage de Vénus, qui se fait en fait sur un disque de verre. Et au XIXe siècle, toujours, la vulgarisation des... Enfin, Jules Verne est l'un de ceux qui participent à la vulgarisation des sciences, et un récit comme De la Terre à la Lune apporte non seulement à ses lecteurs, à ses jeunes lecteurs, des notions sur l'astronomie, mais aussi sur l'artillerie, puisque
le groupe, en fait, le groupe de personnages américains qui décide d'envoyer un projectile sur la Lune va aller voir un peu tous les canons qui sont sur la Terre et étudier le meilleur, jusqu'à ce qu'un Français, qui s'appelle, dans le roman Ardent, qui est en fait un acronyme de Nadar, donc le photographe. Nadar était un ami de Jules Verne, jusqu'à ce que ce Français leur dise ah, mais ce serait bien quand même d'envoyer un obus, mais un obus creux. Et cet obus va devenir en fait ça va être le vaisseau qui va les emmener autour de la Lune. Donc c'est un récit assez populaire qui sera repris assez rapidement qui fera l'objet d'une adaptation sous forme d'opéra et de féerie, d'abord au Théâtre de la Gaîté, ensuite au Châtelet. C'est avec exactement les mêmes choses. On retrouve le canon, ces astronomes habillés un peu, je dirais, à la Nostradamus, et puis cette figure que vous connaissez évidemment très bien, de la Lune personnifiée. Et moi, je peux pas m'empêcher. Le récit de Jules Verne paraît donc en 1865. Et si on regarde un peu les dates du cinéma, Méliès est né en 61. Charles Pathé est né en 63. Je suis à peu près certaine que ces enfants, ils ont été marqués, probablement, en tout cas pour Méliès, par cette lecture. Ils ont forcément vu cet opéra sur la scène du Châtelet. C'est un imaginaire qui va les accompagner. Et Méliès lui-même sera surnommé par les bulletins pas des frères eux-mêmes le Jules Verne du cinématographe. Donc ça, c'est en 1912. Mais donc même avant et pendant que fait cette vulgarisation de l'astronomie, alors Camille Flammarion y participe grandement. Mais là, on est déjà on est déjà dans les années 1880. Bien avant ça, quand même, on a moi, je dirais cet imaginaire qui va habiter des futurs petits garçons qui vont faire du cinéma. C'est un peu vite dit, mais on est dans une sorte de culture populaire. C'est à peu près ce que je voulais juste raconter par des images. Et aussi, quelque chose les films que vous allez voir tout à l'heure dans le spectacle datent presque tous de 1906, 1907, 1908. Donc c'est Vell, qui est un magicien. C'est Segundo de Chomón, qui est un fabuleux truqueur de cinéma. Et on est quand même à une période où c'est l'aviation là, qui fait des progrès. Et une fois que les avions seront dans le ciel, ces films-là vont disparaître des catalogues des firmes cinématographiques. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais je trouve que c'est assez curieux. Bonsoir. Alors juste avant de commencer, donc c'est une véritable lanterne authentique qui date de 1880. Et elle n'est pas, je pense que c'est une lanterne anglaise. Elle a une particularité, c'est que c'est une double lanterne, donc ça va me permettre de faire plus d'effets qu'avec une simple lanterne. Hein. Ce sont des lanternes qui sont plus rares à trouver que les simples lanternes. Et les plaques on couvre une période entre 1850 et 1910. Sont des plaques authentiques. Je n'ai pas restauré les couleurs. Elles sont dans leur état. J'ai parfois un peu réparé les mécanismes qui sont aussi d'origine, mais sinon tout est tout est intact. Et c'est une réinterprétation. Il n'y avait pas de scénario. C'était, comme l'a dit Antoine, c'était quelque chose de très populaire. Donc moi j'ai réinterprété toute cette collection de plaques que j'avais, une partie, et je me suis amusée à reconstruire une histoire et aussi à trouver des ressemblances avec le cinéma où on voit que ces cinéastes, les premiers temps, finalement étaient baignés aussi de ces images que véhiculait par la lanterne magique. Donc c'est à vous de voir tous ces petits clins d'œil entre cinéma et lanterne. Et en général, avant de commencer, quand je fais mes spectacles, je dois accomplir un rituel. Je dois allumer ma lanterne. Et pour ça, je demande un peu de feu. Si ma bougie veut bien marcher.
Tu peux éteindre tout? Merci. Voici l'histoire de la lanterne magique, de celui qui inventa la projection lumineuse. Je vais vous conter Je vais vous conter des faits que je n'ai jamais vus, des aventures que je ne tiens de personne. J'y ajouterai même des choses qui n'existent nullement. Désolée, quelqu'un m'a éteint le vidéoprojecteur. Et qui ne peuvent pas être. Mais croyez-moi sur parole, il s'agit d'une histoire véritable qui s'est déroulée il y a bien longtemps. Très longtemps. C'était il y a plus de 350 ans. En Hollande. À une époque où la science des étoiles n'en était qu'à ses balbutiements. Les astronomes passaient souvent pour des magiciens, des sorciers, affirmant des vérités indémontrables sur l'organisation du cosmos. L'astronome dont j'aimerais vous parler ce soir était un certain professeur H. Chaque jour, le professeur H attendait la tombée de la nuit pour se mettre au travail. Vous savez, quand les vitraux des églises s'illuminent de leur éclat coloré et que le lever de la lune dévoile petit à petit les profondeurs du ciel. C'est à ce moment-là qu'accroché à l'œilleton de son télescope, le professeur H observait des heures durant les beautés de la nature cosmique. Il étudiait le ballet des constellations. Mais est-ce elle qui danse sous ses yeux? Ne serait-ce pas plutôt la Terre tournant autour d'elle? Pour chaque astre ciblé dans sa lunette, il se plaisait à imaginer des fables.
des fictions de l'impossible. À regarder toujours plus loin, il finit par découvrir le mystère de l'anneau qui enveloppe Saturne. Par le comprendre. Oui, cet anneau mince, plat, nulle part attaché. Quelle découverte, mes amis! Quelle révélation que cet anneau, dont la perception visuelle se modifie en fonction du parcours écliptique de la planète autour du Soleil. Mais alors, Copernic, Galilée avait raison. La Terre doit faire de même. Elle aussi, elle doit tourner selon une trajectoire bien définie autour du Soleil. Comme le fait la Lune autour de la Terre. Ah, la Lune. L'astre que le professeur H adorait contempler par-dessus tout. Si ronde, si proche de la Terre, si lumineuse, si mystérieuse. Il la scrutait si intensément que parfois, il croyait y voir des sélénites. Ces étranges créatures qui peuplent la Lune. Bon, alors il y a un problème. Est-ce possible ou est-ce juste le fruit de son imagination? Toutes ces hallucinations finissaient par envahir sa réalité. La Lune. Mais quelle Lune? Semblait lui chuchoter des diablotins sortis de son imaginaire. Le 35 mm, c'était plus facile. Hein. Ah putain. Pourquoi ça marche plus? Alors, le vidéoprojecteur ne semble pas vouloir marcher.
toutes ces pérégrinations n'étaient hélas qu'un rêve, des chimères sorties de son imaginaire. La lune se jouerait-elle de lui? Pierrot, l'amant de la lune, le sait bien. Il ne faut jamais trop la regarder, qu'à force, elle finit par nous retourner l'esprit. Il est bien connu que sa face changeante perturbe nos vies. De son croissant ascendant, puis descendant, on en subit parfois les conséquences. Car paraît-il, elle ne serait pas sans influence sur nos humeurs. Pierrot de la Lune ne reste jamais indifférent à ses caprices. La lune. Ah, se lamentait l'astronome. Si je pouvais atteindre ce satellite, si je pouvais m'en approcher au plus près, le visiter, être un voyageur lunaire, tel est mon souhait. Pareil à ces navigateurs, explorateurs, partis faire le tour du globe terrestre, à la découverte de continents ignorés. Mais le voyage lunaire n'est pas si facile à réaliser.
Par quelle machine? De quelle manière? Oh, il y aurait bien quelques solutions impossibles. Boire un savant breuvage qui permettrait aux jambes de s'allonger indéfiniment jusqu'à toucher les étoiles. Ou plus simple, inventer un dispositif qui donnerait assez d'élan pour s'envoler dans le ciel. Et avez-vous pensé à la bulle de savon d'une légèreté aérienne?
et si le moyen le plus efficace était de transformer l'homme en projectile, tel un boulet de canon.
atterrir au milieu du paysage lunaire. Explorer ses reliefs, sa face cachée. Et qui sait, peut-être que l'astronome aurait-il enfin pu rencontrer ces fameux habitants terrifiants. Mais surtout, la Lune lui offrirait un autre point de vue, celui de voir la Terre dans toute sa rondeur, celui de vérifier que la Terre évolue bien autour du Soleil. À l'instar des autres planètes, appartenant ainsi à une gigantesque mécanique céleste, au rouage immuable, indéréglable, une ingénieuse machine questionnant les origines du monde. Jusqu'au retour à la réalité terrestre. Attention, la chute peut être un peu brutale. De cet imaginaire pensé à travers les lentilles de son télescope, le professeur H se mit à réfléchir à l'invention d'une machine, à une boîte enfermant une lumière telle une lanterne et qui laisserait échapper, au moyen d'une combinaison secrète d'optique, toutes sortes d'images fantastiques que la Lune lui inspirait. Le magicien astronome est tel un sorcier, faisant surgir des créatures diaboliques au-dessus de son chaudron infernal. De son faisceau lumineux, il pouvait faire sortir les mêmes monstres, énormes, lumineux, fantastiques. Le public, curieux, naïf, en redemanderait encore.
convaincu que derrière la machine peut se cacher quelques supercheries. Une fois construite, cette lanterne de peur, dite aussi magique, fut hissée sur le dos des forains, colportant leurs histoires lumineuses à travers les villes et les villages. Accompagnés des singes bonimenteurs, annonçant leur arrivée, sans oublier Pierrot de la Lune, toujours à faire le pitre pour séduire sa colombine. Dépêchons-nous, allons voir cette invention scientifique ou diabolique, allons voir la lanterne magique et ses projections fabuleuses. Installée dans les salons ou sous des tentes sommairement montées, elle projetait sur de grandes toiles blanches tendues ces images toutes plus fantastiques et improbables les unes que les autres. Cet astronome physicien, inventeur de la lanterne magique, de la projection lumineuse, se nommait Christian Huygens. D'abord, merci beaucoup, c'était magnifique. J'aimerais bien que vous nous parliez après un petit peu à la fois de la machine, des
plaques et de certains films que vous avez montrés. Ce qui est très frappant, parce qu'on est quand même à l'origine du cinéma, c'est de voir comment, dès l'origine, le dispositif qui sert à décrire le monde, à le documenter, est aussi celui qui sert à l'inventer. Et comment cette double postulation qui est toujours présente dans le cinéma aujourd'hui, 140 ans après, était déjà là. Comment c'est à la fois une manière de regarder le monde et une manière de fabriquer des mondes. Exactement. Ça, je trouve ça très très frappant dans votre Et puis, ma question, c'était sur ces voyages dans la Lune, où on reconnaît certains points communs avec les voyages de Méliès, de tous semblant venir de cette opérette, enfin de cet opéra, parce qu'il y a quand même des points de rencontre, des passages obligés apparemment dans le voyage dans la Lune, mais qui les a faits, d'où ils viennent, voilà. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les films. Sur les films, alors en fait là, c'est vrai qu'on a pris des films maison. C'était aussi plus facile. En fait, c'était deux, comme l'a dit Stéphanie, c'était donc deux cinéastes. Alors il y a un cinéaste qui était Gaston Bell sur Voyage autour d'une étoile, qui est en fait un magicien. Il a une carrière. Ouais, c'est le voyage, la bulle de savon. C'était un magicien. Il vient de la magie. Son père était magicien, plutôt un magicien, voilà, plutôt de virtuosité avec les cartes, des disparitions, des choses comme ça. Avec aussi ça, on rejoint le théâtre noir. Avec aussi, voilà, où d'ailleurs beaucoup de mécanismes de plaques sont avec des caches noires qu'on fait coulisser, qui fait apparaître, disparaître. Donc c'est vraiment, voilà, il y a ce ciment commun là du théâtre noir, du cache noir. Et Gaston Bell, voilà, alors là, sur comment il rentre chez Pathé, ça je pense que Stéphanie peut mieux répondre. Enfin, en tout cas, à un moment il rencontre Pathé et il va se mettre effectivement à mettre en scène des films. Et on retrouve aussi cette idée, voilà, et il va être truqueur. Il va faire beaucoup de films à trucs. C'est il y a la partie de cartes, voilà, sur l'escamotage de cartes. Donc il va utiliser la caméra, donc les trucages mécaniques de la caméra, donc pour faire des tours de magie. Il y a encore un moment, le cinéma est une attraction. Oui, en plus. Ouais. C'est des successions de numéros. Et puis les autres films, alors Les Lunatiques, Excursion dans la Lune, qui est en fait, alors voilà, Segundo de Chomón, qui est un cinéaste espagnol, qui a d'abord été coloriste en Espagne et qui a travaillé très tôt, à partir de 1906, pour Pathé. En fait, arrive, alors là, Stéphanie, c'est beaucoup mieux que moi, mais arrive chez Pathé au moment où Gaston Bell, cette équipe part, et il va continuer à faire des films à trucs, mais par contre, il va reprendre tous les trucs de Méliès. Souvent, on dit que voilà, qu'il a tout copié sur Méliès. C'est vrai que Excursion dans la Lune ressemble beaucoup, plan par plan, au film de Méliès, mais il va les pousser. En fait, lui, par rapport à Méliès, qui va pas beaucoup combiner les trucs, il va jongler avec tous les trucages cinéma que peut lui offrir la caméra, les possibilités. Donc, il va vraiment jongler avec toi. Donc, il va mettre beaucoup plus haut. Il va mettre la barre beaucoup plus haut pour les effets spéciaux. Et Chomón est vraiment un très grand truquiste. Donc il a fait pour Pathé, je sais pas, une 50, je sais pas, je sais pas où on en a compté. Il a ce talent de truqueur, Ouais. on l'a amené aussi à avoir une carrière internationale. Oui, il va travailler sur Cabiria, sur Machiste et toutes les scènes un peu. Ouais. Et puis la pyrotechnie, enfin, on voit qu'il avait, je sais pas. Oui, il y a la pyro. Bien sûr, de toute façon, ça se mélange entre effets de théâtre, trucs de théâtre, de magie, et puis c'est vrai que cette machine mécanique, finalement, moi, c'est vrai que quand j'ai un peu lu des livres, on voit, voilà, cette compréhension, finalement, le monde est une énorme mécanique qui tourne dans un rouage, et le cinéma, c'est aussi une mécanique qui tourne avec des engrenages, des roues dentées. Enfin, je peux vous montrer une plaque. Ils utilisent les caches aussi. Et oui, il y a des caches. Attendez, je cherche une plaque avec, on voit le mécanisme tout de suite, mais hop. Là,
voilà, il y a déjà la roue dentée sur une plaque avec des dents où voilà, on fait tourner une plaque. Donc déjà, tout est là, mais voilà, c'est en fonction des contraintes techniques, de l'état des progrès de l'époque. Voilà, on va faire en fonction de ce qu'on peut faire. Et alors, il y a aussi autre chose, c'est que les films sont en couleur. Et donc, on voit bien que, en fait, ce qui est génial, c'est que on voit bien que la lanterne magique est la référence et qu'on va vouloir redonner de la couleur au film. Au départ, c'est soit du teintage, du coloriage à la main. Chez Pathé, ça va être du coloriage au pochoir. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'au lieu de donner un réalisme, aujourd'hui, la couleur, ça nous donne un principe de réalité, ça ne fait que renforcer le principe de la magie. En fait. Ça renforce encore plus l'effet magique. On retombe dans ces images magiques Je pense que c'est voulu parce que l'atelier de coloriage chez Pathé qui se développe vraiment en 1906, il y a peu de copies qui sont concernées et c'est essentiellement les films de féerie. Oui. Ah oui, Ferry, les contes de fées, c'est vraiment, on redonne de la magie à ces films, parce que le noir et blanc, c'est un peu triste, surtout qu'en plus on ne se rend pas compte, alors on ne se rend vraiment pas compte. C'est une image vidéo très, très lumineuse, l'image de l'époque était quand même moins lumineuse, enfin c'était moins lumineuse que la lanterne en tout cas, et puis ça sautait beaucoup, c'était un peu grisâtre, on n'avait pas toute la maîtrise aussi des émulsions, des projecteurs, donc c'est vrai que de redonner de la couleur, ça recontrastait aussi l'image. Est-ce que vous avez des questions? Attendez, je vais Mais pas qu'à moi. Hein. J'en avais une. C'était pour savoir si à l'époque, la lanterne magique, justement, bat son plein, vous avez dit deuxième partie du 19e siècle. Est-ce qu'il y a des... Merci. Est-ce qu'il y a des stars, ou enfin je veux dire des noms qui reviennent, ou ça reste vraiment de l'artisanat, du phénomène de foire? La grande star, c'est en 1798, c'était Étienne Jules Robertson, qui avait mis au point un spectacle de pseudo. Je vais expliquer, je vais un peu vulgariser, mais c'était sous couvert de démonstration scientifique, qui faisait un peu dans une sorte de science, un peu de pseudo-spiritisme. Et c'était les fantasmagories. L'importance de la fantasmagorie, ce qui était génial, c'est que sa lanterne était cachée derrière une pièce, hein, c'était plutôt derrière, une pièce secrète qui n'ouvrait pas. Et lui, il avait inventé, c'est un brevet qui a été déposé, qui était le fantascope. Et ces lanternes étaient donc sur des roulettes, c'était des lanternes simples. Et donc en avançant, en reculant la lanterne, ça faisait un effet de profondeur, de zoom, hein, de réduction d'image, d'agrandissement d'image. Et en plus, le problème quand on avance et qu'on recule la lanterne, c'est que ça rend, vous avez bien vu, à chaque fois je vais réadapter le point, parce que c'est pas les mêmes plaques, donc ça rend les images floues. Et lui, il avait un système où, au fur et à mesure que ça avançait, le point suivait automatiquement, donc avec des sortes de rouages, hein, tous des rouages, et plus il projetait sur la fumée. Donc c'était la maison des horreurs, et donc ça a eu énormément de succès, donc il a été plagié. Quand il a été plagié, justement, il a dû ouvrir son cabinet secret pour montrer ses trucs, d'où le fait aussi de déposer des brevets pour commencer à protéger. Donc, moi, c'est la grande star qu'on connaît. C'est Pierre Jules-Étienne Robertson. Après, en fait, c'était très populaire. C'était vraiment, on disait, c'est les Savoyards, c'était un milieu bien petit, hein, vraiment, c'était les forains. Et la lanterne va s'anoblir pour comprendre que ça peut être un moyen éducatif. Mais comme le cinéma va gagner ses galons quand on va comprendre que ça peut être enseigné, avec un moyen d'enseignement par l'image. Et évidemment, elle a commencé à s'introduire comme conférence, quasiment encore plus de conférences. C'est pas une lanterne du tout de forain, c'est plutôt une lanterne de démonstration, de conférence. Elle est tardive hein, déjà. Donc, et puis il y aura aussi, ça va la rendre encore plus connue. Et puis elle va aller dans les salons. Il y a des grandes marques qui vont produire des petites lanternes en fer blanc, pas chères, hein, mais très joliment décorées, polychromées, avec des petites plaques comme ça, rectangulaires, comme la grande marque française c'était la Pierre. Voilà, on avait dans son salon, on pouvait avoir le côté de lanterne magique, il y a beaucoup de tous t'en parlent,
Et Magma est tombé dedans quand il était petit, Anthony Alexandre lui en parle. Donc c'était, voilà, déjà dans cette deuxième partie du XIXe siècle, c'est vraiment, voilà, c'est la lanterne pour l'enseignement, la lanterne dans chez les particuliers. Donc déjà, voilà. Donc il n'y a pas vraiment, après je ne suis pas, c'est quelqu'un que je ne connais pas, mais pour moi c'est vraiment Robertson, sinon il n'y a pas non plus d'écrits de, très peu, il y a quelques écrits comme ça, mais il y a très peu d'écrits d'histoire, à l'avance. Alors après, les Anglais sont très très férus de l'antenne. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de choses produites là-bas qu'en France. Merci beaucoup. D'autres questions?